Bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Yacine, bienvenue dans ce petit live. On attend quelques instants un petit peu que les participants arrivent et on va démarrer très très vite pour vous prendre plus de temps. Est-ce que déjà vous m'entendez correctement? Merci à vous. Merci Guillaume, fort et clair, super. Bon, on va démarrer comme ça, on ne perd pas de temps et on aura beaucoup de... Si vous avez des questions, on pourra les poser derrière. C'est prévu 30 minutes, mais évidemment, on pourra un petit peu dépasser si l'engouement se fait sentir par vous et par vos questions. Donc, on va démarrer sur la petite présentation rapidement. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout du coup, comment on met un POC en prod, etc. pour les bots. Et vous allez avoir une sorte de toolbox d'items. Je vais vous présenter ça pour derrière être sûr et certain que vos POC démarrent correctement et puissent passer toutes les phases de prototype, de MVP et de prod. Et en vérité, tout ça, c'est dû à une expérience en mission sur plusieurs groupes que j'ai réalisés qui me permettent de vous donner ça et qui va vous montrer que le démarrage est le plus important. Tout ce que vous allez faire dans le POC pour créer un bot IA est essentiel pour la suite des opérations et qu'en vérité, les prérequis du POC sont vraiment les fondations que vous allez avoir besoin derrière pour réaliser le reste si la phase de POC est validée. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire quand ça vous vient. On les reprendra derrière. Il y a une équipe qui va me les retranscrire juste derrière pour ensuite y répondre afin qu'on soit fluide par la suite sur le moment FAQ. Alors avant ça, je vais vous parler quand même de ce qu'est un bot pour vraiment remettre les bases. Un bot GenAI, voici le workflow. Il comprend la question via un LLM. LLM, c'est un Large Language Model. Okay, c'est utilisé comme ChatGPT, Claude et d'autres outils qui ont créé des LLM. On l'utilise, on le prend, et donc le bot va comprendre la question via son modèle de langage, qui est le LLM. Il va ensuite faire ce qu'on appelle le retrieval. Il va chercher les bons chunks dans sa knowledge base. La knowledge base, c'est tout simplement une base de connaissances vectorielles spécifique pour les bots, en question là, le LLM. Et du coup, en fonction de la question, il va prendre ce qu'il a besoin et aussi en fonction de l'historique de la conversation en cours. Il va auto-évaluer sa pertinence avec les chunks et choisir dans ce pool de chunks. Les chunks, c'est des bouts de texte. Dans ce mélange de texte qu'il a plutôt pensé pertinent à l'utiliser pour générer sa réponse, il va s'auto-évaluer, filtrer à nouveau ce premier pool de texte pour prendre les meilleurs. Et ensuite, du coup, il va faire sa réponse. Donc là, on est sur un workflow de bots à absolument avoir dans un POC pour s'assurer d'avoir après les bons outils derrière pour l'utiliser. Donc là, on n'est pas dans les 7 outils. C'est surtout le bon workflow qu'il faut avoir. Ensuite, l'étape 1, ça va être l'estimation de la valeur du produit. Alors, ça peut faire un peu bateau, mais c'est très compliqué d'estimer la valeur d'un bot. Souvent, on pense tout de suite à remplacement d'une ressource humaine ou ce genre de choses. Et ça peut aller un peu plus loin que ça. Par exemple, si c'est un bot pour mieux répondre à un SAV d'une entité dans une entreprise pour les internes, l'estimation de la valeur, ça ne va pas être forcément de remplacer les gens qui font le FAQ, le SAV. Ça va être de savoir, de chronométrer avec un bot combien de temps en vérité il gagnerait sur des tâches répétitives pour faire des choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée dans leur métier. Et donc ce genre d'estimation de valeur, ça va être très compliqué au départ, car pour rappel, les bots, c'est tout neuf. Et du coup,
les métriques d'évaluation sont un peu au cas par cas en fonction du produit. Donc ça, l'étape 1, le premier outil, ça va être la première étape, ça va être vraiment d'estimer la valeur. Dès le départ du POC, on est encore une fois sur un POC de création d'un bot GenAI. Ça va être très important, ça va être vraiment ce qui va driver derrière l'envoi dans un prototype ou non. Parce que beaucoup de POC GenAI oublie cette estimation de la valeur. On est dans un effet waouh, on pense avec sûreté qu'il y aura de la valeur derrière. Et quand on arrive au final au prototype, voire au MVP, on n'a pas assez de valeur pour aller plus loin dans le développement. Donc ça coûte assez cher de développer des bots dans des entreprises. Et donc si on n'a pas bien estimé la valeur en amont, malheureusement, même si le bot amène de la valeur, il en amène pas assez et on arrête d'aller plus loin. Malheureusement, à ce moment-là, on a déjà dépensé beaucoup d'argent et du coup, on arrive dans des discussions politiques qui sont de est-ce qu'on continue, on a déjà beaucoup dépensé, on n'y va pas. Et on se retrouve avec des bots avec 2-3 utilisateurs, voire 10 dans des grands groupes, par exemple, ou des PME où ça ne sert pas. Donc, très important. Étape 2, création d'un golden dataset avec le client. Donc là, on rentre un peu plus dans l'aspect technique. Qu'est-ce qu'un golden dataset? C'est un fichier Excel, tout simplement, avec des questions et des réponses qu'on va faire avec les utilisateurs finaux. Donc, au tout départ, dans un POC, on va avoir quelques pilotes utilisateurs finaux qui vont nous aider à créer des questions et des réponses sur ce qu'ils attendent réellement du bot. Donc, par exemple, si vous avez une entité qui est là pour vous guider dans vos achats en interne, eh ben, on va avoir 2-3 personnes qui s'occupent normalement de vous guider dans ces achats, qui va créer ce fichier Excel avec des questions, des réponses attendues. Et c'est hyper important. Ce fichier-là est très, très important pour les systèmes d'évaluation derrière de votre bot. Et vous allez voir par la suite à quel point c'est important. Cette étape-là, elle a deux enjeux. Comprendre ce que veut le business, donc l'aspect spécification du business, et aussi aider le business à mieux savoir ce qu'il souhaite réellement en faisant les questions et réponses au fil du temps. Ce golden dataset-là, il va s'affiner et il va être beaucoup plus clair et ça va permettre aussi, vous allez voir dans une autre étape, on va l'utiliser pour l'acculturation du business sur le bot. Donc ce fichier-là, il faut savoir qu'il va vivre du POC, il va vivre tout le long du bot. Donc vraiment au début, il va être un golden dataset pour un POC, on va être sur 100 questions-réponses. Et plus on va arriver dans les étapes de prototype, de MVP, etc., plus on va l'augmenter jusqu'à 1000, 2000 questions-réponses possibles faites par le business. Donc ça, c'est un gros gain pour vous derrière. L'étape 3, ça va être la définition du taux de précision du chatbot. Donc là, on rejoint un petit peu avec le Golden Dataset. Quand il y aura les discussions qui vont se créer pour savoir les questions, les réponses, eh ben, de façon très fluide, il va arriver la question de la précision sur à quel point on veut arriver à la même réponse attendue par le business. Et donc ça, c'est très important. On l'obtient beaucoup avec le Golden Dataset. Souvent, le taux de précision, c'est quelque chose d'assez connu en termes de métriques. Mais avec quoi on le fait? Eh ben avec le Golden Dataset. Et ça, c'est souvent non utilisé dans des POC initialement, car ça demande un travail d'implémentation d'un système d'évaluation des outils comme Ragas, Giscard ou autres, qu'en phase de POC, on n'a pas très envie de les mettre en place, car ça demande un petit peu plus de temps qu'un POC 3-4 jours. Mais le gain derrière est énorme et pour aller par la suite sur du prototype, etc. Et surtout pour montrer si oui ou non on va plus loin que le POC. L'étape 4, donc encore une fois, ça découle du Golden Dataset, l'acculturation sur le caractère changeant des réponses d'un LLM. Quand vous allez faire ce fameux fichier avec le business, vous allez du coup l'aider à comprendre que la réponse qu'il attend, elle ne sera pas complètement la même par le bot et il va y avoir un aspect changeant. Dans un bot GenAI, il y a toujours le fond et la forme qui changent. Et ça, c'est très important à faire comprendre au business car vous allez être forcément confronté à des utilisateurs soit qui connaissent ChatGPT, soit qui connaissent d'autres outils comme Claude ou alors
des personnes qui n'utilisent pas du tout l'IA. Et dans ce cas-là, il faut bien leur faire comprendre ce caractère changeant. Par exemple, si vous voulez acheter un nouvel ordinateur dans le groupe dans lequel vous travaillez, au lieu de passer du coup par le support, vous allez passer par un bot qui a été créé, bah, la réponse va être changeante. Par exemple, s'il y a 3-4 liens disponibles, le bot va pouvoir, de façon aléatoire, choisir de vous en donner 2. Et si vous reposez la question, il va vous en donner 3. Donc, et en plus, la forme de la question va changer. Il va peut-être vous le donner en liste à puces ou simplement des liens dans un gros texte. Donc tout ça, c'est très important à faire comprendre car il y a une sorte de retenue du business pour comprendre ça. Et donc c'est un enjeu très très important et c'est beaucoup au PO de le faire. Mais en tant que technique, il faut amener, si vous êtes technique, il faut amener ça aussi au product owner ou au product manager, lui faire comprendre pourquoi il y a ce caractère changeant. L'étape 5, analyse de la donnée brute, la raw data en termes de qualité de données pour s'assurer de la bonne interprétation du LLM. Alors là, c'est une étape importante. On a beaucoup de projets qui commencent avec cette attente de se dire je mets n'importe quel PDF, n'importe quel fichier en entrée et le bot IA que je suis en train de créer va comprendre de lui-même tout ce qu'il y a dedans et je vais pouvoir poser toutes les questions du monde facilement. Prends l'exemple, par exemple, si vous pouvez mettre tout le livre d'Harry Potter dans un LLM et ensuite parler à Harry Potter avec sa personnalité, etc. C'est pas si simple. Il faut vraiment bien regarder si, par exemple, dans le PDF que vous mettez, s'il y a des images, des tableaux et du texte mélangés, le LLM va pas bien comprendre ce qui se passe, va pas bien interpréter ce qu'il y a. Il y a des LLM spécifiques pour l'interprétation de tableaux, il y a des LLM spécifiques pour l'extraction de fichiers texte dans les PDF. Et donc ça, c'est très important. Et donc, analysez bien la donnée brute, s'assurer qu'elle va bien servir, ou alors, du coup, on va aller sur l'étape prochaine qui va être de création d'un ETL qu'on va montrer juste après. Et donc là, on en vient à l'étape 6. Donc oui, en fonction des raw data, vous allez choisir le LLM qui est important et aussi mettre en place un système de prompt engineering. Donc le LLM, je ne reviens pas dessus, il y en a plein. Il y a Mistral, il y a Claude, et il y en a plein d'autres que vous pouvez voir qui sont disponibles soit en open source ou pas. On a DeepSeek qui est arrivé récemment. Et ils ont chacun leur spécificité. À vous de voir avec vos équipes de data scientists pour choisir le meilleur LLM. À vous de voir avec vos équipes de data engineering pour commencer à faire du prompt engineering, voire d'analyser les raw data. Donc tout ça, c'est important. Chaque étape, il y a plein d'équipes qui sont à disposition dedans et qu'il faut, comment dire, les inclure dans les discussions du POC pour être sûr d'arriver sur une base sereine. Et donc, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure façon de questionner le LLM, de questionner le bot pour être sûr que l'utilisateur, lui, n'a pas besoin de mettre tout un contexte. Imaginons, je voulais parler à Harry Potter, hein, quand je dis avec le livre, eh ben, vous voulez vous assurer que Harry Potter n'utilise pas de termes enfantins, alors que dans le tome 1, c'est un enfant. Donc, vous allez le mettre dans le prompt engineering, vous allez expliquer au LLM que malgré tout, vous voulez qu'il ait un langage soutenu. Et ça sera pour toutes les questions de l'utilisateur. L'utilisateur final n'a pas besoin de savoir que vous avez derrière en background réglé le LLM pour que lui, il ait une façon de parler, une façon de restituer une réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et donc, c'est l'étape 6. Il faut absolument faire ça en fonction des données brutes et en fonction du Golden Dataset aussi, en fonction du niveau de précision attendu. Donc voilà, toutes les étapes avant sont essentielles pour cette étape 6-là, qui est hyper importante. C'est un des réglages les plus importants dans votre bot, ça va être vraiment le contexte. Vous allez lui parler de façon textuelle, hein, vous allez lui dire « je veux que tu me parles de cette façon », etc. Mais ça, pour éviter à l'utilisateur final qui n'a pas le temps de mettre 200 caractères ou 3 paragraphes d'explication du contexte pour lequel il doit parler, ça permet d'aller plus vite pour l'utilisateur et donc d'éviter tout ça. Par exemple, si vous avez un use case où vous ne voulez pas que le LLM
puisse donner son avis propre, il faut absolument l'expliquer dans la partie prompt engineering pour être certain qu'il ne va pas faire autre chose. Pour éviter des hallucinations, par exemple, il peut arriver très souvent que quand le bot doit envoyer des liens, il puisse créer des liens lui-même. Dans le prompt engineering, il va falloir vous assurer que cela n'arrive pas, donc il faut lui expliquer. Et tout ça, évidemment, l'utilisateur final n'a pas à le mettre dans son interface. C'est à vous de pré-mâcher le travail. Et on arrive à la dernière étape, qui est l'étape numéro 6, la mise en place d'un ETL pour le knowledge base. Alors de plus en plus, quand je vous ai dit, on a beaucoup de fichiers bruts qui sont mis comme ça en paquet pour les LLM et on laisse le LLM se débrouiller. Il s'avère que de plus en plus, le travail de data engineering revient en avant sur la partie ETL et il faut absolument travailler ces données brutes pour les rendre disponibles et faciles d'utilisation pour le bot. Et en plus de ça, d'avoir l'étape d'avant de data quality, s'assurer que la qualité de données est toujours au rendez-vous, surtout si vous avez une base de connaissances qui doit évoluer. Alors, knowledge base, pour rappel, c'est simplement une base de données vectorisée pour les bots GenAI. D'accord ? Ce n'est pas une nouvelle entité, c'est simplement un nouveau mot qu'on va utiliser plus spécifiquement pour les bots. Mais voilà, cette mise en place d'ETL, donc l'ETL, c'est un process d'extract, transform and load de l'information, des données brutes, jusqu'à la mise à disposition pour le bot. Et le dernier, donc là on est arrivé tout à la fin, mais j'ai un petit truc en plus pour vous. On va faire un focus sur l'évaluation. Parce que dans toutes les phases du bot, vous allez avoir besoin d'évaluer le niveau de précision, etc. D'accord ? Et donc tout ça, on a besoin du Golden Dataset. Donc, on va récupérer le besoin du business pour connaître le taux de précision grâce à tous ces échanges de Golden Dataset. On va le créer avec le business. Et ensuite, la grosse particularité, c'est que le business, les métriques qu'on va nous ressortir, elles vont être pas vraiment utiles. Par exemple, avec l'outil Ragas, on va être sur des métriques très compliquées. Ça va être du 0.2 de précision, 0.7 d'hallucination, ce genre de choses. Et ce n'est pas du tout clair pour du business. Quand vous arrivez devant les utilisateurs finaux, ils ne comprennent pas ces métriques-là. Et donc, petit tips en plus, je vous invite à ajouter un LLM as a judge dans vos évaluations qui va permettre d'avoir une évaluation textuelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Donc, pareil, par contre, c'est un LLM à créer, il en existe aussi. Vous allez utiliser le Golden Dataset. Ce dernier, votre outil Ragas, par exemple, va envoyer les questions du Golden Dataset, va avoir la vraie réponse de votre bot, il va la comparer avec la réponse attendue par l'utilisateur et il va donner une note. D'accord ? Donc là, on est sur les métriques pas faciles à comprendre au business. Le LLM as a judge, il va faire pareil, sauf qu'en plus de la note, il va expliquer de façon textuelle pourquoi il a mis cette note-là et qu'est-ce qui fait que pour lui, il considère que la réponse donnée par le bot, qui est en phase de POC, en phase de prototype, etc., est convaincante ou non. Donc votre LLM as a judge, il va contenir du prompt engineering aussi, où vous allez lui dire les critères d'acceptance de précision, et ensuite vous allez le faire tourner. Ça va être un fichier Excel en sortie, et vous allez pouvoir réitérer avec le business pour savoir si oui ou non vous pouvez passer. Vous avez passé la validation du POC, vous avez passé la validation du prototype, etc., etc. Donc ce LLM as a judge, c'est l'information, je dirais, la plus puissante dans cette conférence pour aider à valider chaque étape de votre process de POC jusqu'à prod. Donc, si vous avez tout ça, pour faire un petit récap, si vous avez votre Golden Dataset, si vous avez du coup le business qui est acculturé, si vous avez votre niveau de précision et si vous avez du coup mis en place vous avez involved, j'ai plus le nom en français, impliqué chaque équipe engineering, data scientist, product owner et product manager dans toutes ces étapes, vous êtes arrivé au stade où vous êtes serein pour la suite des événements avec évidemment la valeur de votre POC.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est parfait, c'est que c'est plutôt clair. N'hésitez pas derrière à revenir vers moi. Je m'appelle Raphaël Letao sur LinkedIn. Je fais partie de la société Skills où on aide les personnes les sociétés à mettre en place des bots GenAI de façon claire, précise et surtout à savoir si on peut aller plus loin ou pas dans certains process de bots. Donc n'hésitez pas derrière si vous avez des questions. Je vous dis, il y a une petite question. Slimane, le LLM juge par lui-même ses propres réponses. C'est pas vraiment ça. Le LLM as a judge, lui, il va donc l'outil va poser la question comme si c'était toi, Slimane, qui faisait la question sur l'interface du bot. Il va récupérer la question du vrai bot qui est en train d'être testé et lui va simplement juger, il va comparer la réponse attendue par le business, la réponse que le bot en phase de POC ou de prototype a fait comme réponse, il a généré, et le LLM as a judge, il va juger en comparant ces deux-là avec des critères d'acceptance que tu lui auras donné, si elle paraît pertinente ou pas la réponse du bot que tu es en train de tester. Ça va être un bot en plus qui lui sera le juge de ce qui s'est passé. Anas, il se base sur quoi le LLM Judge? Le LLM Judge se base sur un prompt engineering que tu vas lui donner, et donc un contexte où tu veux dire, voilà la réponse attendue par le business, voilà la réponse du bot que je suis en train de tester, et il faut que tu t'assures, par exemple, tu vas lui mettre dans le prompt engineering, il faut que tu t'assures que la réponse soit une liste à puces. Il faut que tu t'assures qu'il y ait forcément un lien dans ma réponse. Il faut que tu t'assures que j'ai un email, etc., etc. Et ce genre de critères d'acceptance, c'est toi qui vas lui donner à ton LLM as a judge. Donc, tu vas en avoir un par bot, par projet de bot que tu vas créer. J'espère que j'ai été assez clair. Et je vous invite vraiment à mettre en place ce LLM as a judge parce que c'est derrière, en fait, ça va vous faire un fichier Excel où il y aura une explication pour le business et vous allez pouvoir même être en asynchrone avec le business en disant voilà les résultats qu'on a pu créer, voilà les métriques qu'on a et en plus de ça, on a une explication textuelle qu'on a réalisée et donc vous pouvez même faire ça en asynchrone. Vous avez déjà travaillé avec Ragas, comment vous avez réussi à modifier leurs prompts pour les adapter à le business use case? Alors, justement, c'est pour ça j'utilise le LLM as a judge, c'est que les métriques sont vraiment pas superbes à ça. Et du coup, on utilise le Ragas en interne avec nos scores de précision pour notre CI/CD, par exemple. Mais ensuite, derrière, on utilise vraiment un LLM as a judge personnifié, custom, pour chaque use case business pour être sûr d'être dans ce que souhaite le business. Alors merci Faisal, pouvez-vous nous donner un exemple de comment réaliser la phase ETL? La phase ETL, tu peux la faire, par exemple, imaginons que dans ton PDF, tu veux récupérer que le texte de ton PDF et que tu souhaites passer outre les images qui contiennent aussi du texte, mais tu n'en as pas besoin. Si tu mets tout ça dans ton LLM, il va prendre en compte aussi ces fichiers, ces textes dans les images et tu n'en veux pas forcément. Donc là, tu vas rentrer dans une phase ETL. Et donc, tu as des outils, par exemple sur AWS, tu as AWS Textract qui va te permettre de bien comprendre et de taguer chaque texte qu'il a extrait de tes PDF pour savoir ce que tu as besoin. Tu as aussi des LLM qui font ça, qui sont spécialisés là-dedans. On appelle ça de l'OCRisation. Mistral en a sorti un dernier qui est apparemment un des meilleurs sur le marché en ce moment. Je n'ai pas été comparé, je vous avoue encore. Il est sorti il y a une semaine ou deux. Et donc, voilà, il y a aussi des LLM qui permettent de faire ce système-là. Donc, ça va être vraiment en amont. Ça va être quelque chose que tu vas schedule tous les jours
ou en fonction de la mise à jour, mais ça va être une pipeline vraiment extérieure au LLM en tant que tel qui va alimenter la base de données. Donc, on est sur un process ETL standard. En revanche, ça va être vraiment ta raw data qui va te dire si oui ou non il faut que tu normalises tout ça. Par exemple, si ta raw data, c'est si ton bot doit se plugger sur des blogs sur Internet, sur des PDF en interne, sur des documents en Word, ce genre de choses, bah là, tu vas être sur du multi-format. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant et augmenter la pression de ton bot, de lui fournir un format identique dans sa knowledge base. Et donc, à toi, pour chaque fichier que tu auras, chaque type de fichier, d'extraire la donnée que tu en as besoin et de la mettre ensuite dans la knowledge base. J'espère que j'ai été clair. Plus d'autres questions? C'est bon pour vous tous? J'espère que ça a été... dites-nous si ça a été quelque chose d'intéressant pour vous, à chaud. Si vous avez d'autres envies particulières pour d'autres lives, ce sera avec grand plaisir. Et sur l'IA en général, plus technique, moins technique. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur LinkedIn, hein, Skills, on est là. Et je suis disponible aussi, avec grand plaisir. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous libère. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très vite pour d'autres conversations, d'autres lives. Merci beaucoup.